Bonjour à tous. Donc, je suis Dr Belabdi, je suis oncologue médicale au niveau du CHU de Bnimsous. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pour être honnête, en essayant de préparer cette présentation, je me suis amusée à essayer de comprendre vos termes et votre science, en essayant de comprendre c'est quoi un radionucléoïde, c'est quoi un produit radiopharmaceutique. Et justement, en essayant de comprendre tout ça, je me suis rappelé du proverbe qui dit qu'il vaut mieux rester silencieux et passer pour un ignorant que de parler et de n'en laisser aucun doute. Donc je peux vous garantir que je ne vais même pas m'aventurer à rentrer dans les détails de la médecine nucléaire et plutôt me contenter de ce qu'un oncologue attend de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer colorectal et des tumeurs neuroendocrines. Alors, donc comme introduction, je pense que vous le savez tous, le cancer pose un vrai problème de santé publique, de par son incidence qui est en nette augmentation, mais aussi sa mortalité. Heureusement que la prise en charge des cancers a évolué ces dernières années, donc on a eu beaucoup de progrès. Donc c'est vrai qu'historiquement, on traitait pratiquement tous les cancers de la même manière, on les traitait tous par de la chimiothérapie, sans pour autant avoir une bonne efficacité et sans oublier la toxicité qui n'est pas du tout négligeable. Mais après, grâce aux progrès scientifiques, on a pu par exemple identifier certains mécanismes de carcinogénèse et on a pu développer ce qu'on appelle maintenant la thérapie ciblée. On s'est rendu ensuite compte que le système immunitaire au cours du cancer, il est pratiquement défaillant et on a développé l'immunothérapie pour justement améliorer le pronostic de cette pathologie et surtout diminuer la toxicité. Et donc, grâce à tout ça, il y a eu la création, je dirais, le développement du terme médecine de précision, c'est-à-dire qu'on va donner le traitement. On aura des facteurs prédictifs de réponse à ce traitement et on essaiera donc de diminuer le maximum de toxicité en donnant juste le traitement qui sera le plus bénéfique possible. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le meilleur exemple, même si ce n'est pas le sujet de ma présentation, le meilleur exemple de la médecine de précision actuellement, c'est vraiment le cancer du poumon, où comme vous voyez, on traitait pratiquement tous les malades atteints de cancer du poumon de la même manière, par de la chimiothérapie, alors qu'actuellement, on traite chaque patient en fonction des caractéristiques de sa propre tumeur. Et justement, pour essayer d'améliorer cette histoire de médecine de précision, il y a eu l'avènement de la theranostique. Donc theranostique qui associe thérapeutique et diagnostic. Donc c'est un concept de développement, donc de compagnon diagnostic et thérapeutique. Ça passe par plusieurs étapes. Donc la première étape, je ne vais pas vous apprendre ça. La première étape, donc c'est l'identification du cancer, l'identification d'un radiotraceur, et ensuite l'identification d'un traitement qui peut accompagner ce radiotraceur. Bien sûr, ensuite on va évaluer l'efficacité et la toxicité par des études et valider l'indication. Et justement, donc vous allez deviner que pour cette médecine de précision à type de theranostique, ça ne sera pas possible de la faire pour tous les patients, mais il y a vraiment un système, enfin un processus de sélection des bons patients qui vont répondre à cette thérapeutique. Alors, donc, je vais commencer par le cancer colorectal, donc aussi un grand problème de santé publique. Selon Globocon 2022, c'est le 3e cancer par ordre de fréquence, 2e cancer par ordre de mortalité. Si je prends les registres de tumeurs d'Alger de 2021, je pense qu'il est en première position chez l'homme et en 2e position chez la femme. Malheureusement, le diagnostic se fait le plus souvent à un stade tardif, à un stade métastatique. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de progrès avec un arsenal thérapeutique qui s'est nettement enrichi grâce à tout ce que j'ai dit, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, aussi la chirurgie et les techniques je dirais, chirurgie hépatique et tout ce qui est chimio-embolisation, radio-embolisation et autres. Donc la prise en charge, bien évidemment, multidisciplinaire et le pronostic, malheureusement, reste un peu réservé. Alors, en cherchant theranostic dans le cancer colorectal, honnêtement, je n'ai pas trouvé grand-chose. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la prochaine communication pour voir ce qu'il y en a. J'ai trouvé cette histoire de radio-embolisation. Je sais très bien que ça ne correspond pas à 100% à la theranostic parce qu'elle n'associe pas vraiment l'étape diagnostique à l'étape thérapeutique. Il n'y a pas vraiment de radiotraceur qui est utilisé dans l'étape diagnostique qu'on utilisera après dans l'étape thérapeutique. Mais ça reste quand même une technique qui est, je dirais, moins invasive que la chimiothérapie et qui permet d'émettre des microbules radioactives au niveau de la circulation des localisations secondaires hépatiques de cancer colorectal et justement ça constitue une option thérapeutique.
Par contre, en faisant la recherche de la place de la médecine nucléaire dans le cancer colorectal, j'ai trouvé surtout tout ce qui est imagerie, l'apport de l'imagerie. Et justement, il semble que la médecine nucléaire, elle joue un rôle très important dans tout ce qui est étape de bilan d'extension, donc bilan d'extension optimal. Si je prends l'exemple du cancer du rectum, où le staging des adénopathies pose un réel problème, même avec l'apport de l'IRM, il semble que la médecine nucléaire peut donner un plus dans cette situation en nous donnant, je dirais, un peu plus de détails sur l'infiltration ou pas des ganglions. Aussi, dans la détection des récidives, c'est une situation qu'on rencontre souvent dans notre pratique où on a des patients, on donne des scanners, il n'y a rien au scanner, alors que les marqueurs augmentent à chaque fois, à chaque consultation, on a une augmentation des marqueurs. Et bien là, l'imagerie fonctionnelle retrouve sa place parfaitement et justement, elle permet de détecter les récidives qui ne sont pas visibles à l'imagerie conventionnelle. Aussi, l'imagerie fonctionnelle, elle permet de changer les décisions de traitement. Si je prends l'exemple des patients qui ont un cancer colorectal avec des localisations secondaires hépatiques qui semblent résécables, ben, il semblerait que le fait de faire une imagerie fonctionnelle, un PET-FDG, ben, va changer cette décision thérapeutique dans 30% des cas, ce qui n'est pas du tout un chiffre qui est négligeable, grâce à la détection de d'autres localisations secondaires extra-hépatiques qui ne sont pas visibles à l'imagerie conventionnelle. Aussi, dans l'évaluation de la réponse thérapeutique, il y a pas mal d'articles qui parlent de l'intérêt de faire un PET-FDG, surtout dans les cancers du rectum, après un traitement néoadjuvant, pour confirmer en quelque sorte s'il y a vraiment une réponse complète. Et aussi la surveillance des patients. Si on prend l'exemple des patients opérés pour des chirurgies, pour des métastases hépatiques de cancer colorectal, ben, il semble que l'imagerie fonctionnelle est le meilleur examen à réaliser pour la surveillance de ces patients grâce à sa sensibilité qui est très importante dans l'imagerie, enfin, ou dans l'évaluation d'un foie qui est déjà cicatricielle, je dirais, un foie cicatriciel, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout ça dans les recommandations. Si je prends l'exemple de l'ESMO, ben, on ne va pas parler de tout ce que je viens de dire, mais on retrouve quand même l'imagerie fonctionnelle. C'est vrai qu'elle n'est pas recommandée comme un examen de routine, c'est-à-dire si je fais le diagnostic d'un cancer colorectal, je ne vais pas d'emblée penser à demander une imagerie fonctionnelle, mais dans des situations comme j'ai dit, si j'ai un patient qui a une élévation des marqueurs alors qu'une imagerie conventionnelle ne retrouve rien du tout, ou chez les patients qui présentent des localisations secondaires hépatiques potentiellement plutôt résécables, donc candidats à une chirurgie. Alors je passe maintenant aux néoplasies neuroendocrines et je pense vraiment que c'est le modèle typique et parfait de cette histoire de théranostic. Alors juste comme introduction, donc les tumeurs neuroendocrines, donc c'est des tumeurs rares. Elles sont développées aux dépens de cellules neuroendocrines. Donc ces cellules neuroendocrines, elles sont présentes pratiquement partout dans le corps. Donc elles reçoivent des signaux du système nerveux et en réponse à ce signal, elles vont produire des substances dites vasoactives. Donc ces cellules, elles sont présentes le plus souvent au niveau du tube digestif. Donc c'est pour ça qu'on a le plus souvent de tumeurs neuroendocrines digestives. Donc elles peuvent être fonctionnelles dans 20% des cas. La prise en charge, comme tous les cancers, doit être multidisciplinaire et le pronostic, il est très variable. Alors, un mot sur l'incidence. Oui, c'est des tumeurs rares, mais l'incidence, elle est en nette augmentation. Donc, on a vu ça dans d'anciens articles, mais même dans de nouveaux articles, on confirme que l'incidence est en augmentation. Voilà. Et donc, même si c'est des tumeurs rares, et même si, l'incidence elle est en augmentation, il faut savoir que pour la plupart des cas, il s'agit de tumeurs qui sont bien différenciées et du coup, les patients survivent plus longtemps. Et donc, la prévalence, elle est assez importante quand même. Il s'agit de la deuxième localisation digestive en termes de prévalence après le cancer colorectal. Alors, et dans la prise en charge justement des néoplasies neuroendocrines, nous, oncologues, on a besoin de la médecine nucléaire, de nos collègues nucléaristes. Donc, dans un premier temps, dans l'étape diagnostique, pour faire un bon bilan d'extension, un bilan d'extension optimal grâce à l'imagerie fonctionnelle. Bon, le type d'imagerie, ça sera en fonction du type de tumeur. Et vous voyez dans les recommandations qu'on recommande d'avoir une imagerie fonctionnelle avant de commencer ou de décider le traitement des patients atteints de néoplasie
néoplasie neuro-endocrine. Alors, elle joue un rôle aussi dans le choix thérapeutique. Le choix thérapeutique des néoplasies neuro-endocrines reste un peu complexe. Il faut caractériser le patient, mais aussi caractériser la tumeur. On ne traite pas une tumeur neuro-endocrine pancréatique comme une tumeur extra-pancréatique, le stade, la différenciation, le KI67. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en considération avant de choisir le traitement, qui bien sûr doit être pris donc lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et justement, l'imagerie fonctionnelle, elle joue un rôle très important dans le choix du traitement. Par exemple, avant d'indiquer des analogues de la somatostatine, il serait recommandé de vérifier si cette tumeur, elle présente des récepteurs de la somatostatine. Donc vous voyez dans les recommandations, que ce soit l'ESMO ou même les dernières recommandations de l'ENET, on recommande de faire une imagerie fonctionnelle avant d'indiquer des analogues de la somatostatine. Alors le T1CD par contre, il ne précise pas ce détail et ça reste vraiment un sujet de controverse. Si vous voulez, on discutera après. Et bien sûr, il y a la theranostique. Donc en plus du bilan d'extension optimale, de l'aide au choix thérapeutique, la médecine nucléaire retrouve une place dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge des tumeurs neuro-endocrines digestives, donc grâce à la radiothérapie interne vectorisée, qui a eu des résultats très très satisfaisants en termes de survie sans progression, en termes de survie globale dans la première analyse. Après, ils ont fait une mise à jour. On a tendance à perdre un peu ce bénéfice en survie globale, mais la survie sans progression, elle est quand même nettement améliorée. Et justement, donc, on retrouve cette radiothérapie interne vectorisée dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge des tumeurs neuro-endocrines. Donc au début, c'était surtout pour des tumeurs de l'intestin, de l'iléon, voilà, de l'intestin grêle, mais ensuite, on a commencé à développer plus cette radiothérapie interne vectorisée, même dans les tumeurs neuro-endocrines pancréatiques. Alors ça, c'est une étude de vie réelle qui confirme justement les résultats de l'étude NETTER-1. Aussi, en deuxième ligne, dans les tumeurs neuro-endocrines pancréatiques versus thérapie ciblée, qui était, je dirais, le standard de prise en charge, et on voit nettement le bénéfice de cette radiothérapie interne vectorisée. Et on en était tellement satisfait qu'on a tenté même cette radiothérapie interne vectorisée en première position, et les résultats sont aussi positifs. Donc probablement, on verra de plus en plus la place de cette radiothérapie interne vectorisée, et elle sera placée un peu plus au-dessus que sur cette slide, parce qu'il n'y a pas encore eu la mise à jour. Voilà. Donc une autre place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des tumeurs neuro-endocrines, c'est bien la surveillance, donc dans le suivi des patients qui soient traités de façon, enfin, but curateur ou non. On peut, bien sûr, et on aura toujours besoin de demander une imagerie fonctionnelle dans leur suivi. Alors, pour conclure, au fait, le titre de la présentation, c'était le point de vue de l'oncologue. Il ne peut être que positif sur la place de la médecine nucléaire dans la prise en charge de ces deux tumeurs. Elle joue un rôle essentiel dans la prise en charge de ces cancers, donc un rôle dans le bilan d'extension pour avoir un bilan d'extension optimal, un rôle dans le choix thérapeutique pour ce qui concerne les tumeurs neuro-endocrines, mais aussi dans le cancer colorectal, sur le fait de décider ou pas d'opérer les patients, mais aussi elle enrichit l'arsenal thérapeutique grâce à cette theranostique qui, à mon sens, a amené la médecine de précision à un niveau supérieur, donc grâce à la combinaison de ce diagnostic et thérapeutique, en augmentant l'efficacité et tout en minimisant les effets secondaires. Et j'ose espérer que dans le futur, on verra de plus en plus cette histoire de theranostique dans d'autres cancers, parce qu'il y a pas mal de cancers dans lesquels on n'arrive pas vraiment à avancer. Et bien sûr, je pense que la clé d'une bonne prise en charge et d'une prise en charge optimale de nos patients, c'est bien sûr la multidisciplinarité et la collaboration entre nous. Et je vous remercie de votre attention.